prime abord, c'est une fascination que j'avais pour le petit écran, pour ceux qui passaient au journal. À l'époque, je devais être en quatrième, troisième par là. Pauline Tic, Marie-Jeanne Colombo, Jean-Claude Kakou. C'était un peu des idoles pour moi à la télé. Et un jour, j'ai décidé à mon père, quand j'ai eu mon BMG, il m'a dit, tiens mon père, moi je voudrais faire le journalisme. Mais au-delà de ça, de ce caprice de jeunesse, c'est aussi le, le fait d'être quelque peu celui par qui l'information passe pour donner aux autres. Celui qui informe, celui qui, à travers le petit écran, donne l'information à la masse. C'est la noblesse de ce métier qui, en réalité, nous a poussé à faire le journalisme dans notre pays. Si il faut compter les années de stage, il faut aller un peu plus loin, dans les 98, 99 par là, 2001 peut-être, sinon même avant, parce qu'après je suis allé, je crois que c'est dans les années 99-2000, sinon avant que nous avons commencé le métier de journalisme et avant qu'on soit à la télévision, on était à la presse écrite, à l'ACI comme stagiaire d'abord, et puis nous avons été pris à un journal à Les Places qui était le troisième tirage après la semaine africaine et la rumeur à l'époque, le journal de M. Prince Richard Tsana, qu'on appelait le Flambeau. Et puis je suis allé, nous avons avec monsieur, comment on appelle, monsieur Maïnga, qui avait lancé sur la place publique un journal des managers. Et nous y avons été aussi avant de tomber dans la presse audiovisuelle, notamment la télévision. Et c'est en 2004 que je suis arrivé à la télévision. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a des difficultés d'ordre conjoncturel d'abord, structurel. Et bon, après, il faut avouer aussi, il y a certaines pressions qui font que ça soit des obstacles dans l'accomplissement libre du métier de journaliste. L'accès à l'information, la susceptibilité politique, économique, sont autant des obstacles qui font que des fois on ne donne pas l'information qu'il fallait. On n'atteint pas les buts pour lesquels on s'était donné. Il y a aussi la société. Moi j'ai une plaie ici. C'est l'incompréhension quelque peu aussi de certaines administrations, le zouave de certains agents de la force publique. Il y a plein d'obstacles dans notre métier et il y a aussi d'ordre structurel. La manière dont est organisée, par exemple, nos entreprises de presse, qui ne font pas trop de concurrence avec les autres, hein, en termes d'apport technique, apport économique. On est un peu loin et cela fait que ça devient une sorte d'obstacle dans l'exercice de notre métier. Vous savez, une télévision, il faut quand même aussi des moyens. Par exemple, le métier, il faut des moyens. Pour faire une enquête, il faut que ça soit financé. Pour aller dans la profondeur d'une information, il faut que tu puisses avoir des moyens de mobilité, des moyens d'aller ici et d'aller là. Tout cela fait que ça constitue des obstacles. Moi, j'ai mené une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs, sur les sachets au Congo. C'était difficile pour nous, même si nous avons pu mener ça, sur la gestion des ordures à Verda, qui polluent. C'est bien de le dire parce que nous sommes la journée mondiale de la liberté de presse. La société à Verda pollue, détruit la nature parce qu'ils n'ont aucune déchetterie et donc ils enfouissent. Cette société enfouit tout ce qu'elle ramasse et c'est extrêmement dangereux. Nous avons eu à faire cette enquête et nous avons connu des obstacles pour avoir des informations. Et l'un des obstacles aussi dans la presse dans notre pays est l'accès à l'information. C'est un vrai problème qu'il faudra un jour régler.
Vous savez, je suis parmi ceux qui demandent à ce qu'on puisse légiférer sur l'accès à l'information. Nous savons qu'il y a des informations top secrets qui ne peuvent sortir de, pour la sécurité nationale, tout ça. Mais il y a certaines autres informations qu'on peut avoir à la disposition du public, pour mettre à la disposition du public. Malheureusement, il y a comme une sorte de... C'est pas vraiment de la schizophrénie, mais les gens sont tétanisés. À chaque fois qu'un journaliste vient pour demander une information, il faut aller voir telle personne, telle autre personne, telle autre. Et ce qui fait que l'information devient filtrée, encadrée. Et ça pose véritablement un problème dans notre pays. Il faut que l'opinion puisse être informée de ce que les pouvoirs publics font. Mais ce n'est que ces pouvoirs publics qui sont ces sources d'information-là pour essayer de rassurer et d'informer de manière la plus plausible possible pour que ces populations-là puissent se faire une idée exacte de ce qui se fait. Mais hélas, c'est toujours difficile pour ces chaînes, pour les journalistes d'avoir accès à l'information, et il y a comme une sorte de préférence. Il est plus facile à un journaliste, par exemple, qui vient de l'extérieur, d'avoir accès à une information qu'un journaliste du Congo. Il y a cette externalisation-là aussi qui pose un vrai problème dans notre pays, et vous allez simplement remarquer que dans notre pays, on a plus tendance à accorder des interviews des autorités au monde extérieur qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est aussi un problème parce que l'autorité, de manière générale, est plus encline à répondre aussi facilement à un média qui vient de l'extérieur qu'à un média dans notre pays. Donc l'appel que je vais lancer, c'est juste que l'autorité, que ce soit publique, politique, économique, puisse savoir qu'il y a la presse dans notre pays et que c'est à partir de cette presse que l'opinion est formée, que la masse est informée de ce qui se fait, de ce qui est en train d'être fait, et qu'il devrait aider à faciliter certains accès à l'information, et si même possible qu'on puisse légiférer pour ça, pour que certaines informations soient déclassifiées, pour permettre à ce que nous puissions y accéder le plus facilement possible. Vous savez, un jour, j'étais dans la rue. C'est un élève, il devait être en 5e, qui est venu pour me saluer, pour vouloir acheminer avec moi et venir à Dia TV avec tout ce qu'il était en train de me dire. C'était un élève de 5e. Un autre souvenir qui m'avait fait perler les larmes, c'est je suis un jour hospitalisé. Je ne sais pas comment ils avaient fait pour... C'était des gens de Kwo, à 80 km d'ici, qui ont appris que j'étais hospitalisé. Et c'est un groupe qui s'est mis à jeûner pour moi. Ça m'avait fait perler les larmes parce que lorsqu'on l'avait... Ce groupe-là avait appris que j'étais hospitalisé. Et quand je l'ai vu quelques jours après ma sortie de l'hôpital, et le monsieur m'a dit « Ah, on avait appris que vous étiez hospitalisé, et grâce à vous, notre situation en Kwo, le village agricole de Kwo, s'est améliorée à partir de votre enquête, de votre reportage que vous étiez venu faire ici. » Et ça m'avait tellement marqué, que ça m'avait fait perler des larmes, mais j'ai aussi des souvenirs de formation. J'ai fait une formation au CFPJ, le Centre professionnel de Paris, de formation professionnelle de journalisme de Paris, le CFPJ. J'ai fait on va dire une formation, c'est un stage d'un mois à France 24. Ce sont des très bons souvenirs que j'ai gardés de ces deux passages-là. Et sans compter la famille que le métier
et les relations que le métier vous donne. Cette famille des journalistes dans notre pays, et j'aimerais bien qu'au-delà de la famille, que nous soyons une corporation. Que ce ne soit pas seulement les gens de la presse, mais que ce soit de la corporation de la presse. Et quand on parle de la corporation, c'est un corps et que les uns et les autres se soutiennent pour que le ton et la liberté d'expression, la liberté de presse dans notre pays soit un peu plus prononcée que ce qu'il y a maintenant. Bon, nous sommes les trois mains. Nous avons gagné 12 bons en avant au classement mondial de la liberté de presse, mais ce n'est pas toujours suffisant parce que quand on fait des commentaires, notre pays est toujours dans une situation problématique. Et pour donc répondre, il y en a plein là, les souvenirs, hein, cet élève de 4e, de 5e partant, ces gens qui m'ont payé au cours parce qu'ils se sont mis 3 jours de prière et de jeûne pour moi, et des formations, quelques prix que j'ai gagnés sont autant de souvenirs que je garde aussi précieusement que cela puisse être. Le premier message, c'est d'abord l'engagement. Le métier de journalisme, c'est un peu un métier de bravade inconsciente. De bravade inconsciente, quand je le dis, il n'y a pas un sujet tabou. Il n'y a pas un sujet tabou. Tous les sujets sont diffusables si ça n'emmène pas dans les conflits ethniques, si ça ne crée pas de conflits diplomatiques, tout sujet est diffusable. Et c'est pour cela que je parle en termes une petite dose quand même, hein, de bravade inconsciente. Il faut être assez assez courageux pour faire le métier de journaliste et ne pas croire qu'on devient riche en faisant le journalisme. On devient riche par les relations, on ne devient pas riche financièrement. Ceux qui sont devenus riches financièrement dans ce métier ont dû faire autre chose que le métier de journalisme. Notre métier a la noblesse d'informer le monde entier. C'est nous qui donnons l'information au monde entier. C'est nous qui orientons certaines habitudes. Vous voyez, je vais vous donner l'exemple pour que vous puissiez me comprendre. Celui qui fait la météo, quand il donne l'information météorologique, celui qui sort le matin s'habille à partir de l'information qu'il a suivie à la météo. Il sait qu'aujourd'hui il va pleuvoir, il sait qu'aujourd'hui il fera chaud, et par rapport à cela, il se conforme dans son vestimentaire. J'ai donné cet exemple pour dire que ce que nous faisons oriente certaines habitudes. Et donc, c'est un métier noble et que les gens devraient prendre cela au sérieux. C'est d'abord ça. Il y a aussi la formation. Il ne suffit pas seulement de faire des reportages, et malheureusement dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle la Camorra. C'est ce qui détruit un peu aussi la conscience professionnelle. Mais ce n'est pas ça qui est plus important, c'est la formation. C'est ce que vous allez mettre à l'écran. Parce qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose à l'écran, à chaque fois que vous mettez quelque chose sur une page de journal, les gens vous lisent. Et ceux qui vous lisent, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui vous apprécie de quelque manière, positivement comme négativement. C'est à vous de prendre conscience qu'à chaque fois que vous mettez quelque chose sur la place publique, cela doit impacter, cela doit pousser les gens à dire « Ah, mais tiens, ce monsieur-là, il est assez profond, assez sérieux dans ce qu'il met, dans ce qu'il écrit. » Et c'est pour cela qu'il faut aussi un peu plus de sérieux. Mais après, il faut aussi se documenter, il faut connaître toutes les arcanes possibles concernant les droits et devoirs. Nous avons dans notre pays le code d'éthique et de déontologie de la presse, issu des assises de la presse qui se sont tenues dans notre pays. Et le seul conseil que je peux donner en tant que doyen, c'est de faire attention à cette vilaine Camorra qui détruit notre métier, qui touche plus ou moins aussi l'objectivité. Nous avons un métier aussi noble
qui soit, mais cette noblesse, c'est à nous de l'arroser, c'est à nous de l'entretenir. Et puis, il y a les réseaux sociaux qui influencent maintenant la presse. C'est à nous de tenir compte de tous ces aspects-là pour que nous puissions aller au-delà de l'influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je disais ça à quelqu'un, ce n'est plus quelqu'un qui est au costume 3 pièces cravate qui passe à l'écran que tout le monde attend. Le citoyen lambda, dans un coin du monde, peut donner une information pour laquelle, à l'époque, les gens attendaient 20 heures pour suivre. Et il faut que les gens tiennent compte de tous ces aspects-là pour améliorer le métier de journaliste. Donc, rigueur, travail et désintéressement de tout ce qui est Camorra. C'est la vilaine Camorra. Le dernier mot, vous m'interrogez aujourd'hui, c'est une coïncidence avec le 3 mai, le Journée mondiale de la liberté. La presse, c'est d'inviter la presse nationale, les amis de la presse nationale. Il faut que nous puissions créer une corporation. Dans notre pays, nous n'avons pas une corporation et donc chacun se débrouille dans son coin. Quand on aura une corporation dans notre pays, dans notre métier, on sera encore plus fort et que cela constituera une sorte de digue contre les pressions extérieures. Et aujourd'hui, certains journalistes qui subissent des pressions se débrouillent par eux-mêmes pour s'en sortir. Alors que s'il y avait une corporation, ça allait être autrement. Et je salue aussi les amis qui luttent pour le compte des journalistes, pour la liberté des journalistes. Je vais saluer par là Arsène Séverin et toute son équipe. Et le combat reste le même. Nous devons tout faire pour que le métier de journaliste dans notre pays soit respecté et sortir un peu de cette clochardisation que je vois quelquefois, qui est un peu gênante, hein. On va le dire sans mettre les gants. Nous sommes un métier, nous devons tout faire pour que ce métier soit valorisé et respecté.